d'abord, je remercie le CJD, remercie à mes chers collègues Antoine et Catherine de m'avoir associé à la discussion de ce point livre et de la trajectoire de notre cher collègue Joseph-Louis Maguier-Guesté. Et puis surtout un cycle de séminaires sur l'histoire contemporaine du Maroc. Je les remercie également pour cette belle ouverture sur le monde de la recherche dans l'Espagne voisine. Moi, ça me fait personnellement très plaisir de vous voir ici. Alors, dans la rencontre d'aujourd'hui, il est question de partager avec vous un livre passionnant, même s'il est question d'une histoire qui gêne, d'une tragédie, celle de l'esclavage dans le Maroc contemporain. Cet ouvrage s'attelle à une des pages les plus douloureuses de notre passé proche. Couvrant presque un siècle d'histoire, il est divisé en 8 chapitres accompagnés de presque 400 pages, 399 pages, traitant dans sa complexité le phénomène de l'esclavage. À Tétouan, ses contextes, ses structures sociales internes, ses marchés, ses formes, sa typologie, son évolution lente, ses tensions mémorielles et ses paradoxes. Pour ce faire, pour communiquer avec ce passé qui n'est pas si lointain que ça, Joseph Luis Mateo mobilise un important matériau archivistique qui s'articule autour des sources coloniales habituelles, iconographiques, voire la superbe photo de la couverture, textuelle aussi, avec les rapports coloniaux ou encore les actes notariés en langue arabe du 19e et 20e siècle. Il met également à profit les sources orales et surtout un important travail de terrain mené dans la ville de Tétouan et des va-et-vient qui ont duré presque une décennie. C'est ça? Plus ou moins. Ainsi, il a essayé de démêler le vrai du faux du phénomène de l'esclavage contemporain en adoptant la description dense, chère à Geertz. La démarche anthropologique de notre chercheur finira par donner ses fruits. C'est ainsi qu'il suivra le destin de ces femmes depuis leur entrée dans le monde de l'esclavage jusqu'à leur décès, à travers l'identification de leur temple et de leur emplacement. À travers la figure des domestiques de service, que vous appelez Tata, Nounou, notre chercheur évoque avec une certaine nostalgie le statut de ces femmes en se posant la question suivante. Était-elle, lui ou non, esclave? Ce qui le conduit à dresser l'état de la question. Il relève ainsi l'absence de travaux et réflexions menées en contexte marocain sur les relations de subordination et de la mémoire construite au fil des générations. Certes, il note l'existence d'études étendues sur l'esclavage en terre d'islam, y compris le Maroc, mais note le peu d'intérêt accordé au sujet de son étude. L'objectif étant d'obtenir différents points de vue sur la relation de pouvoir entre les maîtres et les esclaves, en insistant sur le sens de cette relation, tout comme sur les formes de légitimation de l'esclavage de la part des classes dominantes, jusqu'à la libération ultime des esclaves, qui est vue et vécue par les maîtres comme un acte libératoire, qui garantirait le droit au paradis. Il est aussi question de nouvelles ou des nouvelles formes de dépendance à l'heure de définir et d'expliquer les relations de pouvoir, d'où le problème de la pluralité des concepts en usage et leur définition, de la confusion aussi lorsqu'il s'agit de suivre leur évolution dans la durée. Surtout à l'heure de mobiliser certains vocables comme race, rafa, aspect physique, esclave, concubine, etc. La présente étude de cas est aussi une invitation à repenser les relations de pouvoir et aux manières de les conceptualiser, et c'est là tout le défi de la réflexion engagée par notre collègue Joseph.
Certes, comme il dit, il y a bien un lieu, Tétouan, situé dans un territoire donné, les Jebel. Il y a aussi la composante temps, qui est loin d'être immobile, comme explique notre chercheur. Il s'agit donc de suivre de près les transformations profondes des structures ou dont les structures sociales, les ruptures et les permanences depuis le dernier quart du XIXe siècle jusqu'à la fin du protectorat, autrement dit en 1956. Le scénario est forgé par le protectorat espagnol et par les événements aussi qui ont secoué le Maroc, mais aussi l'ensemble du Maghreb. Une histoire qui suit le mouvement du monde, certes, avec ses propres dynamiques internes et l'apparition ou l'appropriation plutôt de la modernité par la société tétouanaise, qui, rappelons-le, était étroitement imbriquée au monde qui l'entourait. Pour aborder différemment ces relations de pouvoir entre hommes libres et esclaves, Joseph Luis s'arrête sur les dimensions matérielles, corporelles et symboliques en vue de déceler ainsi les contraintes structurelles, les rapports de réciprocité, domination et les formes aussi de légitimation et de contestation. Rien n'est statique dans ces sphères interconnectées, martèle-t-il, tout en essayant de répondre à des questions qui paraissent toutes simples, mais qui ne le sont pas. Quand les esclaves arrivent-ils? D'où vient-il? Quelle est leur nouvelle quotidienneté? Quels sont leurs noms avant et une fois dans leur nouvel environnement? Et comment on s'en souvient? Le souvenir qu'ils ont gardé sur place. Mais la grande question posée par notre chercheur est comment ces femmes et ces hommes ont-ils vécu le processus final de ces relations de subordination en contexte colonial? Bonjour. Dit autrement, qu'est-il advenu de ces esclaves une fois la liberté retrouvée? Il est évident que la question de la pénurie des sources, écrite par ceux-là même qui ont vécu l'esclavage, est omniprésente. D'ailleurs, c'est ce qui explique l'intérêt d'interroger de nouvelles sources. C'est ce que vous avez fait, relative aux mécanismes véhiculés par certaines pratiques comme les rituels de la magie, la musique, le langage du corps aussi, etc., etc. Il s'agit bien là d'une histoire rétrospective qui aborde la servilité et l'esclavage à Tétouan en privilégiant la piste ethnographique pour mieux en comprendre le sens hier et aujourd'hui. Avec la résurgence de nouvelles formes d'esclavage. Personnellement, je ne peux m'empêcher de penser à un tableau de l'artiste marocain Amine Esselmen que j'ai eu la chance de voir à la Casa Árabe de Madrid, Antoine, tout simplement, juste avant que le virus du corona ne fasse éruption dans nos vies. Il s'intitule, enfin l'intitulé du tableau, Bataille de Tétouan, et qui s'inspire de l'œuvre de Mariano Fortuny, qui s'intitule aussi Bataille de Tétouan, faisant référence à la fameuse débâcle pour nous, marocains, de 1859. Dans ce tableau, les soldats morts, dont le champ de bataille, sont remplacés par des femmes tétouanaises, chargées comme des mulets, qu'on appelle communément bregdia. C'est Mohamed, c'est bien ça, bregdia, on les appelle. Bregdia. Des femmes qui souffrent en silence, en situation contemporaine de servitude. Comme une sorte de survivance d'un passé qui ne passe pas aussi. La mission que notre chercheur s'est assignée est de, il le dit clairement, rescatar esas mujeres del olvido, repêcher ces femmes de l'oubli. Et je vous avoue qu'il a réussi magistralement, car désormais ces femmes subordonnées ont des noms. Elles s'appellent Hababi Zaida, Tata Zahra ou encore Tata Marzouqa. Bon nombre d'entre elles furent achetées ou furent l'objet d'un transfert, d'une transaction tout simplement, d'un don ou offerte comme cadeau. Certaines deviennent domestiques
D'autres passent d'une maison à l'autre au gré des circonstances ou d'un groupe à l'autre, libres ou libérés. Le devenir de ces femmes, entre leur statut d'esclave, de libérés, de l'état servile, de dépendance ou d'ascension sociale aussi, dépend largement de leur habilité de guérisseuses, de fines cuisinières, de leur corps aussi, dominé par le regard, pour reprendre le passage de Joseph, le regard du dominateur. Désormais, ce travail solide de Joseph Luis Mateo, c'est lui qui le dit aussi, c'est une recherche collective. Il est incontournable et il lui a permis de tisser cette anthropologie historique dédiée à l'esclavage à Tétouan, fin 19e siècle, début 20e siècle, et de saisir ses singularités locales. Une recherche qui lève le voile aussi sur un pan entier de l'histoire du Maroc contemporain, actualisant ainsi nos connaissances sur un terrain peu labouré. Vous le dites tout au long de votre ouvrage, ouvrant ainsi aux chercheurs des pistes pertinentes et un champ immense d'investigation sur le reste du Maroc. Merci beaucoup. Merci Leïla. J'espère que je t'ai Merci. L'enthousiasme communicatif, on a tous envie de lire le livre. Tout à fait. Merci Joseph pour ce livre. Merci. C'est mon tour. Je vous en prie, ça va plus. Oui, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Leïla. Chaleureusement, c'est un très bel résumé du livre. Ça m'a émotionné beaucoup, vraiment. Donc, d'abord, je commence par les remerciements. Évidemment, je suis très content pour être ici présentiellement parce qu'il y a un mois, je ne croyais pas que je ne serais pas ici. On le ferait par Zoom. Donc, heureusement, je suis ici. Et je veux remercier Catherine Mayer pour m'avoir invité et Antoine Poirier, vraiment pour l'invitation, pour penser à moi pour la recherche. Et au Centre Jalbert, évidemment, pour l'amable invitation et pour me donner l'opportunité de donner à connaître cette recherche. Et Leïla, évidemment, Leïla Meziane pour avoir accepté d'amener la discussion, pour prendre le travail, pour avoir essayé de trouver le livre quand le livre n'était pas ici. Tout à fait. Et elle a fait une recherche pour de ma recherche. Non, mais vraiment, et bien coxer les points centraux du livre. Et j'espère que le sens, l'objectif de ma présentation est vraiment de vous faire connaître ce que je fais, ce travail collectif, et de poser des questions méthodologiques pour les chercheurs, mais aussi des questions éthiques et sociales pour la société, pour dire qu'est-ce qu'on peut faire avec cette question de la mémoire du passé et comment on fait. On va discuter. Donc, je vais commencer. En principe, tout le monde voit le PowerPoint à la maison. Oui, c'est ça. Oui, normalement. Oui, d'accord. Alors, pour commencer, vous voyez l'image. J'aime beaucoup travailler avec les images. Et c'est un bon début avec cette image. C'est l'image qui la couverture du livre, et on peut poser les noms à toutes les personnes. Et je veux dédier cette présentation à M. Abdelram Cherki, qui est mort il y a 2 semaines. Pour moi, c'est vraiment dur. C'est un des principaux témoins du livre. Elle vient de mourir il y a 2 semaines et je ne peux pas arriver à le livre. Mais en tout cas, ça c'est Abdelram Cherki, c'est une photo de 1928-29. On n'a pu pas exactement le savoir. Et elle est entre ces 2 tables, comme elle disait. C'est-à-dire Mistatas, Fatima ou Rabha. D'accord? Et c'est dans une maison tétouanaise, la maison de Cherki. Après, plus tard, je vais vous raconter l'histoire des Cherki, des histoires de la famille. Mais et c'est une photo qu'elle avait avec lui. Et quand la première fois que je l'ai vue, je lui ai dit est-ce que ça serait une bonne photo pour une couverture? Et il a accepté.
Et ça m'a semblé très joli parce que c'est une des fonctions de cette femme, de faire d'être avec les enfants. Et c'est une des raisons qui explique le rapport sentimental des témoins avec ces femmes. Parce que c'était les femmes qui étaient avec eux de l'enfance. Donc d'abord, je vais vous présenter comment j'ai organisé la présentation. D'abord, je vais faire des questions générales, introductoires. Après, je vais faire des réflexions sur la méthodologie du travail, les sources et surtout la méthode de la triangulation des sources. Et après, je vais présenter quelques résultats de la recherche. C'est une sélection parce qu'il y a trop de matériel pour présenter un peu de temps. Et finalement, des conclusions et surtout des questions que je pose par rapport à ce qu'on a commenté avant. La question de l'esclavage, qui je crois qui est en train de se discuter dans la société marocaine, au moins au niveau intellectuel, et aussi au niveau social, avec des mouvements sociaux il y a des années, avec ce mouvement, je ne m'appelle pas Asie, et ce type de choses, non? Et je crois que quand même, ça fait partie de la société marocaine. Et je crois qu'il faudra réfléchir aussi comment cet aspect de l'esclavage marocain s'est croisé avec la nouvelle histoire des migrations qui vient du Sud. Je vous explique une rapide anecdote. On m'a dit qu'il y a des villages, que je parlerai après, à Jbala, dans le nord, descendants des Boukhara, des soldats du sultan. Et on m'a raconté des histoires des jeunes de ce village intérieur qui vont à Tanger et les gens me disent: toi, Asie, papa, dans ton pays. Et je dis: mais je viens de Jbala, je suis marocain. Donc, le passé et le présent se mêlent. Bon, alors je vais commencer par la question première. Pourquoi faire une recherche sur Tétouan et à Tétouan? Au début, d'abord, j'allais faire une étude sur les familles tétouanaises d'origine andalousie pour analyser la structure sociale de la société tétouanaise et le rôle du groupe défini comme andalou et ses structures de parenté. Ça, c'était au début ce que je voulais faire. Mais au fur et à mesure que je me plongeais dans leurs maisons et leurs souvenirs, la figure de ces femmes, les tatas, les domestiques qu'ils avaient à leur service, commençait lentement à émerger. Et les personnes interrogées en parlaient avec nostalgie. Je me suis alors décidé à étudier ce monde apparemment invisible et plonger dans le passé et le présent en utilisant les techniques de l'anthropologie historique. Oui, je crois qu'il y a un problème. Le PowerPoint est sauté. Voilà. Et évidemment, je ne partais pas de zéro. Et il y avait des travaux faits au Maroc sur le sujet, évidemment. L'objectif, c'était interroger le passé, interroger les archives, les sources orales, observer les images, et comme s'il s'agissait d'une ethnographie du présent, et suivant la méthodologie de plusieurs auteurs tels qui m'ont été importants dans ma formation, comme Verena Stolke, William Christian ou Anne Stoller, des historiens anthropologues ou des anthropologues historiens. Alors, j'ai commencé dans la ville de Tétouan, où ça se fait. Non, oui. Excusez-nous, on va essayer. Le réseau n'est pas de très bonne qualité, en fait. C'est le même problème. Ce qui fait que votre ordinateur se déconnecte. Pour les gens qui sont là, il semble que c'est le réseau qui va bien. Il fait sauter un peu le PowerPoint. Bon, en tout cas, je continue à parler. Oui, voilà. Donc, l'idée, c'est j'ai choisi une étude détaillée d'une place, d'un lieu spécifique,
que je connaissais bien, que c'était Tétouan. Je connaissais bien comme étranger, je ne suis pas tétouanais. Et cette analyse d'un même lieu m'a semblé très importante, très intéressante, de suivre une place, à différence des études qui avaient été faites. Bien sûr que pour moi, elles étaient exemplaires et c'est la base de mon travail, de Mohamed El-Naji et autres. Mais il n'était pas dédié à une seule place pour faire l'étude de longue durée et avec le précis, faire la lupe, le regard de la lupe. Alors, ça est devenu un travail où il y avait beaucoup de pièces et les pièces petit à petit s'ensemblaient les unes avec les autres. Et ça a aidé beaucoup à le faire. Si j'avais fait le travail dans 1 ou 2 années, je n'aurais pas réussi à recomposer toutes les pièces comme ça. Les pièces qui sont assemblées, d'autres non, ne seront jamais assemblées. Il y a un autre, j'ai découvert, je savais, mais enfin, je l'ai remarqué, que la société tétouanaise est fortement interconnectée dans un réseau social et familial dense, et l'endogamie est très élevée. Et les diverses histoires de vie des maîtres et des esclaves s'entremêlent et offrent des perspectives diverses pour compléter le tableau. Alors, normalement, il y aurait une autre diapositive maintenant, que c'est une maison tétouanaise. Peut-être on pourra la voir après. C'est la maison d'Al-Safar, c'est une famille tétouanaise. Et parce que c'est un exemple très joli de type de décoration de cette élite de la ville. Donc, c'est comme ça, avec ces questions, que j'ai commencé à organiser la recherche, suivant l'idée qu'il a mentionnée de Clifford Geertz, la description dense. Et j'ai organisé le matériel en partant de l'interconnexion entre le terrain de l'économique, le politique, la parenté et le monde symbolique et religieux, quand on fait une ethnographie classique, disons, en anthropologie. Et au niveau méthodologique, que je vais raconter tout de suite, cette fixation dans une même place permettait une recherche intensive basée principalement sur la triangulation de sources, les sources orales, les sources écrites et les sources visuelles. En même temps, cette étude du local n'a pas été menée de manière isolée, mais au contraire, a montré la connexion de Tétouan avec le monde extérieur. Les réseaux d'esclavage révèlent un monde interconnecté. L'élite tétouanaise est un groupe qui participe déjà à une nouvelle globalité. Marchands, hauts fonctionnaires, circulant au Maroc et d'ailleurs, liés aux puissances étrangères, beaucoup d'eux, consommant des produits de luxe qui révèlent ce réseau, comme on devrait voir sur l'écran. Les urnes en cristal, oui, alors c'est parfait. Maintenant, vous aurez devant vous cette maison, sans foi, où l'on peut apprécier les miroirs de Venise, italienne. Bon, sinon, mais dans d'autres parties de la maison, le marbre italien, des tapis belges, des urnes en cristal de Manchester recouvrant de fleurs séchées. C'est une sophistication qui fait partie de ce que Pierre Bourdieu appelait la distinction sociale. Mais en même temps, la recherche révélera également les liens immédiats de Tétouan avec l'environnement prochain de Joala. Et l'enquête orale montrera qu'un nombre important de sa vente ne provient pas uniquement des marchés d'esclaves du Sud, aussi, mais aussi de Joala. Parmi des populations subalternes travaillant pour les familles de Chofa, comme les familles connues comme les Ressouni, Ouazzani, Bakhali ou Maslohi. Et donc, comme je dis, cette recherche s'inscrit dans le sillage de grandes enquêtes menées déjà au Maroc par d'autres auteurs comme Mohamed El-Naji, Chouf El-Hama, Farid Awad, Malak Chebel et tant d'autres. Mais se concentre, comme je dis, sur ce détail d'une monographie locale, d'un portrait réalisé dans le style de celui réalisé par un travail que je recommande beaucoup, fait par David Goodman à Fès, qui en même temps est aussi une ville
aux caractéristiques très similaires à Tétouan en raison de cette présence andalouse. Donc, comme Laila a dit, la recherche voulait mettre des noms concrets sur les esclaves, identifier les histoires concrètes. Et c'est précisément la question des noms qui s'est avérée très, très importante. Dans l'enquête orale, j'essaie de passer. Voilà, ici en bas. Voilà. Ça, c'est une photo de la presse espagnole. C'est la Hormiga de Oro de 1911. On voit en arrière, vous voyez que c'est domestique, très jeune. Mais je retourne à la question de l'enquête orale, le nom de ces femmes. Dans l'enquête orale, comme je dis, les informateurs répétaient une série de réponses. Quand je demandais au propos des noms, tout le monde disait oui, elles avaient des noms très beaux. Et tout le monde me parlait de la beauté de ce nom. Yaout, Fatasar, Saouda, Ambar, Sahara, Brika, Mabrouka. Il y a toutes les variétés de Bruka, Brika. Et la mémoire, comme je vais le montrer, nous révélait des paradoxes. Enfin, les témoins, ils m'ont fait remarquer que depuis que ces dernières femmes domestiques ont commencé à décéder à partir des années 1980, certaines familles de Tétouan ont commencé à donner leur nom, les esclaves, à leurs filles, comme Ambar, par exemple. Cette pratique révélait la disparition d'une génération de femmes qui avaient établi des liens affectifs très particuliers avec les membres du foyer. Mais qui étaient ces femmes? Comme on a dit au début. C'est ce que j'ai essayé de découvrir dans l'enquête orale aux anciennes familles propriétaires, en posant des questions sur leurs origines, leur trajectoire dans le ménage, leur façon de s'habiller, leur apparence physique, leur façon de parler, s'ils avaient de l'accent africain ou non, le travail qu'elles faisaient à la maison, les rituels qu'elles pratiquaient, ou le statut sexuel ou marital qu'elles occupaient dans la maison. Et finalement, je me suis demandé quelle était, comment s'est fait la fin de cette situation. Et à quelle époque y a-t-il eu une abolition explicite de l'esclavage? C'est une question pour le débat final. Je n'ai jamais trouvé un document qui l'atteste. Il y a une circulaire début des années 20 dans la zone française de protectorat qui interdit le commerce d'esclaves, mais le statut d'esclave interdit, je n'ai pas trouvé. Il y a des instructions au Fontaha, au juge, il y a des choses qui sont voient que c'est fini, mais formellement, disons, à partir de ce jour-là, il n'y a pas d'esclaves, je n'ai pas trouvé. Et donc, dans la littérature, je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas donner la réponse dans ce moment à cette question, et comme je dis, ça pourrait créer le débat. Donc, je vais commencer à parler de la question de méthodologie qui peut intéresser aux chercheurs. Et je commence par une question importante que j'ai fait ce jeu de paroles, qu'on est esclave des mots, on est esclave des paroles. Je ne sais pas si en français ça a beaucoup de sens, en espagnol, oui, esclave de las palabras. Et c'est un jeu joli de paroles. Parce que avec cette diapositive, ce que je veux dire, c'est que dans ma recherche, dès le début, je confrontais ce problème. Je commençais avec les gens à parler de alors, vous aviez des esclaves, mais tout d'un coup, je me suis rendu compte, mais qu'est-ce que je suis en train de demander? Parce que parfois, je fais des entretiens en arabe, mais normalement, c'est en espagnol avec des informateurs qui parlent espagnol. C'est une élite formée en espagnol. Alors, si on parlait en arabe, on disait Oboudia, mais on parlait en espagnol, on parlait d'esclavitude. Alors, est-ce que l'esclavitude, c'est le même qu'Oboudia? Alors, ça, c'est une question. En anthropologie, il y a 150 ans, on parle on discute sur ça, la distinction éthique, la vision secondaire indigène, ça n'a rien à voir avec le vocabulaire colonial sur le terme indigène, c'est la vision intérieure à n'importe quelle culture.
dans le schéma, vous voyez, donc, on a à gauche le signifié local et à droite le signifié, si vous voulez dire, théorie comparative qui nous permettrait de faire la comparaison entre, disons, des formes extrêmes de dépendance, que c'est l'esclavage. Alors, on peut faire ça aussi dans le sens du temps. Dans la partie du nord, disons, vous avez signifié de la présence. Quel signifié est-ce qu'on donne maintenant au mot esclavage? Parce que dans mon enquête orale, moi et les témoins, on parlait d'esclavage, mais on parlait d'esclavage avec l'idée de maintenant. Et comme historien, il fallait voir quels étaient les signifiés dans le passé. Dans les années 40, qu'est-ce que c'était l'esclavage? C'est un problème qui était un problème central. Je ne sais pas si j'ai arrivé à le résoudre, mais quand même, c'est un défi intéressant. Et je crois que ce n'est pas exclusif de ce travail, c'est d'autres travail. Disons, en appliquant des réflexions d'anthropologie historique, c'est comme si on applique la théorie de l'ethnocentrisme à l'histoire pour aller contre le chronocentrisme, disons. Et finalement, il y a aussi une dichotomie entre l'oral et l'écrit. Et vous voyez en bas les mots qu'utilisaient les gens. À gauche, j'ai les mots qu'à l'époque, on utilisait, et maintenant aussi, pour référer ces femmes, ils disaient tata, tata dialimo ou dada. Ça, c'est une distinction que je n'ai pas arrivé à. Je crois que ça dépend des villes. Certains informateurs me disaient que tata, c'était quand la femme était noire et dada si elle était blanche. Mais ce n'est pas une question que ça dépend des témoins, donc ce n'est pas très clair. En général, ils disaient khadam, le pluriel khadam, pour se référer à ces femmes. Pour la vie. Il devient serviteur. Voilà. Et alors, pour la réflexion finale, le débat, il y a khatam maintenant, on y arrivera. Et pour les hommes, parce que ça c'est une question, j'ai parlé jusqu'à maintenant de femmes, il y avait des hommes esclaves, mais comme des auteurs que connaît comme Nadia Arsini, et à partir de documents familiers, elle m'a dit que dès la fin du 19e siècle, jusqu'à cette époque, c'était un peu égal, hommes et femmes, mais dans la fin du 19e, il y a plus de femmes que d'hommes. Et clairement, au début du 20e siècle, et les résultats de la recherche, c'est un peu ça. Il n'arrive normalement que des femmes pour le service domestique. Et anciennement, il y avait toute la question de Bukhara que je ne veux pas entrer, je ne suis pas spécialiste, et je n'ai pas discuté de ça, mais je peux en parler si vous voulez. C'est une question que vous voulez qu'on discute après. Par exemple, j'ai un chapitre dans le livre dédié au palais khalifien. Il y a une copie du palais sultan. Je ne vais pas parler ici, mais j'ai des matériaux sur le palais et la cour qu'a amené le khalife de Fès. Il est venu de Fès avec toute une cour, comme si c'était un sultan, et il a amené des esclaves, et moi j'ai le matériel sur ça. Et normalement, il y a des femmes, mais aussi des hommes. Des soldats, mais ce n'est pas clair si c'est des affranchis. Normalement, c'est des affranchis, bon, c'est une question différente. Mais en tout cas, pour retourner à la question, si vous voyez à droite, c'est dans les documents, on trouve jamais Khadam, on trouve Ama. Ama, dans tous les documents que je trouvais dans le Habous et dans l'archive d'Aoud, de Tétouan, les documents d'achat, de vente et d'affranchissement des esclaves des femmes, ils utilisent toujours la parole Ama, qui est une chose aussi paradoxale parce qu'en espagnol, Ama, c'est l'inverse, mais il y a une étymologie que je cherchais. Là, il faudrait voir avec les spécialistes de linguistique vraiment, parce qu'Ama, ça a une raïf, une racine romanique. Ah, romanique, Qui carrément. fait, au moins dans la langue romanique, ça réfère
une femme qui allait avec les enfants. Voilà, on peut voir après. Bon, en tout cas, vous voyez, ça c'était une question pour moi très importante à discuter avant d'entrer dans la discussion. Et voilà, on commence par les sources orales. Ça, j'ai utilisé surtout les entretiens. Et après, j'ai pris aussi ce qu'on appelle la culture orale. Donc, disons, j'ai utilisé l'histoire orale comme méthode d'entretien, mais après, on a la culture orale, qui c'est une autre chose. La culture orale, c'est le conjoint d'une culture qui se transmet de génération en génération, avec des proverbes, des chansons, des blagues, voilà. Et alors, tu vois que le thé s'est transformé en thé. Hein. Bon, je commence par les entretiens. Lorsque j'ai réalisé que plusieurs vieilles familles tétouanaises avaient eu des esclaves dans leur maison, j'ai utilisé la méthode de la boule de neige pour recueillir davantage de témoignages. Cette recherche m'a également permis d'observer le dense réseau de liens familiaux entre les familles des anciens Tétouanais, connus sous le nom de Nas El Bilad. Ça, c'est comme les gens de Tétouan se considèrent, qu'ils font partie de ce Nas El Bilad. Et entre 2012 et 2019, j'ai pu parler à peu près avec 50 personnes, la plupart de familles différentes. Dans certains cas, c'est une répétition, mais principalement des hommes âgés entre 60 et 90 ans, des groupes de familles propriétaires. Et j'imagine que le public est en train de penser, et les femmes, oui, j'ai parlé avec des femmes, mais ça c'est une des limites par le fait d'être homme. Je crois que si ça aurait fait une femme, ça aurait été une autre chose. J'ai essayé évidemment de le faire, mais vous savez que dans la pratique, il y a des questions, des problèmes. Mais bon, j'ai arrivé à parler avec des femmes âgées de la famille, et c'est très intéressant. Parfois, elle avait, comme vous pouvez imaginer, des informations beaucoup plus intéressantes que les hommes. Mais quand même, il y a une petite chose, mais ça fait, je vais en parler plus tard. Il y avait une mémoire des femmes et des hommes un peu différentes, surtout des générations aussi. Mais bon, on va voir. Et j'ai aussi contacté avec les descendants de familles Bernawa. En haut, vous voyez, ça c'est Hicham, c'est le descendant de la famille Brisha, que c'est le palais plus luxueux de Tétouan, l'Arbi Brisha. Et on est en train de regarder un vieil album de photos. Et voilà, c'était l'entretien, mais aussi visiter la place, c'était très important. Parce que quand on était dans le palais, les gens disaient, bon, la domestique était là, vous venez d'ici. C'était très important de faire une enquête localisée. C'est basique. Si on le fait dans le bar, ce n'est pas le même. Si tu es en place, l'entretien, c'est une autre chose. Et à la période finale de la recherche, je me demandais, est-ce que ça n'a aucun sens d'aller contacter les Gnawa? Parce que les Gnawa, tout le monde le sait, la blague, c'est à Marrakech, tout ça. Grande surprise de la recherche. Il y a des Gnawa, je n'ai pas les documents les plus anciens, je ne peux pas assurer, mais au XIXe siècle, bien sûr. Et l'enquête orale parle d'une importance des Gnawa assez importante, liée à Tanger, à travers d'un style de Gnawa qui s'appelle le Marsawi, qui est pauvre et qui est assez important. Et ce que j'ai trouvé, c'est que surtout, ils sont aussi arrivés avec le premier khalife. Donc, vous voyez ici, c'est Zouhaïl, mon ami, c'est un mâle de Gnawa de Tétouan. Il porte les vêtements de son grand-père. Et son grand-grand-père, je le dis bien, son arrière-père, pardon, l'arrière-grand-père est arrivé avec le premier khalifa, Moulir Lahdi.
Et il était le Raptas, il était le courrier. Et à la famille, ils ont encore le nom Mohamed Raptas. Et c'est une famille de Gnawa, il faisait déjà la Gnawa. Et bon, ils seront contents aussi de voir. Il y a ici une femme dans le livre, que c'est la Gilles Daniel, désolé, qui est morte il y a. J'ai pu parler avec elle, il y a presque 100 ans. C'était une femme qui venait de la montagne. La musique maintient. Oui, une femme qui venait de Jvala aussi, qui faisait le Gnawa. Donc, finalement, je me suis rendu compte que oui, il y avait quelques familles qui avaient des informations très intéressantes liées au monde Gnawa. Et finalement, je mets cet exemple de la culture orale, je vais parler maintenant. Mais sur la méthode, je suis ce que l'anthropologue espagnol Julio Caro avait dit. Il a écrit dans un livre qu'il était contre le tire-bouchon ethnographique. Ça veut dire, normalement, il y a une méthode en ethnographie. Tu arrives et tu veux savoir ce que tu veux savoir. Et évidemment, tu obtiens la réponse. Ou bien tu arrives et tu dois écouter ce que les gens disent. Et si tu dois changer la recherche, tu la changes. Parce que c'est eux qui ont la raison, c'est pas toi. Et parfois, vous savez, il y avait Ernest Gellner, l'anthropologue britannique, lorsqu'on a critiqué sa théorie du somentarisme, il a dit la théorie somentaire est vraie, mais les données de l'Atlas, c'est trompé. Mais la théorie, elle est bonne. Oui. Ça, je me souviens que c'est une anecdote, mais c'est un article. Il a écrit, hein, c'est écrit. Donc, pour que vous voyez aussi cette question d'un travail de terrain ouvert, lors d'un interview, un entretien en détail est apparu sur la façon dont le cercueil de nage de femmes était porté. Sous les épaules. Cette question faisait référence au fait que le cercueil des personnes mariées est porté au-dessus des épaules. Certains témoignages ont indiqué que la dame avait quitté la maison, morte, en dessous des épaules, comme dans la photo, indiquant son célibat et sa supposée virginité. La photo que vous voyez montre en tel cas, ce n'est pas une esclave, c'est la mort d'une fille du calife. Mais c'est vrai que c'était la fille du calife avec une esclave. Ça, mais évidemment, comme c'est la transmission patrilinéaire, la fille n'était pas une esclave, mais c'était la fille d'une esclave. Et comme vous voyez, le cercueil est porté par les Mahasni du palais. Et ça, c'est une question ce type de question est apparu dans les entretiens. Dans cette question de la mort aussi. Un autre aspect important était de collecter des éléments de la culture orale. Et on retourne à la diapo antérieure. Des blagues, des chansons, des proverbes. La culture marocaine est pleine de références à l'esclavage et au noir. C'est une question qu'on va aborder après. Remarquez que je n'utilise pas la parole race. C'est une question qu'on va voir. Je préfère utiliser d'autres mots. D'accord? Et le proverbe suivant que vous avez là, je ne sais pas si dans d'autres villes on le trouve. Je trouve magnifique. Je ne sais pas s'il existe. C'est la cuisine, bon, la traduction, ça peut avoir diverses traductions. La cuisine de l'esclave est le renommé ou la gloire de sa maîtresse. Sa maîtresse, tout à fait ça, oui. Et cela signifie que quelqu'un s'attribue le mérite du travail de quelqu'un d'autre. Mais cela m'a également amené à réfléchir au rôle des cuisinières domestiques. Avec le temps, je me suis rendu compte que les familles du Bled fondaient une grande partie de leur prestige sur le repas préparé par les cuisinières d'origine esclave. Ça veut dire que le prestige de la haute culture dépend des gens qui sont là. Ce phénomène
C'est en fait poursuivi pendant des années après la libération et constituait en fait une forme de subsistance pour beaucoup de ces femmes. Après la fin de l'esclavage, beaucoup de ces anciens domestiques vivaient de la vente de préparer des gâteaux. Les compétences culinaires des esclaves des Tétouans ont acquis une telle réputation que les sultans envoyaient leurs esclaves dans des familles tétouanaises pour leur enseigner leur art, comme l'a montré notre collègue, cher collègue Manuel Amarin. À partir d'un document de 1899, le sultan Hassan Ier a envoyé 4 esclaves de sa cour dans les maisons de Mohammed le Bey et Abdelkrim Brisha pour apprendre les plats tétouanais. Nous connaissons les noms de ces 4 esclaves qui correspondent à la termonymie habituelle Saada, Mabrouka, Zaida, etc. Bon, et avec cette question des entretiens, il y a évidemment le défi de la mémoire dont Laila nous a aussi parlé. La mémoire des Tétouanais sur l'esclavage ressemble au débat des spécialistes de l'esclavage sur l'islam en général. Il existe des points de vue de la part des islamologues, et au moins ce que j'ai vu dans la littérature. Il existe des points de vue qui relativisent l'esclavage et le présentent comme moins oppressif que dans le contexte des plantations américaines. D'autres points de vue, les Tétouanais et aussi les académiques, soutiennent que l'esclavage a bien conduit à des enlèvements, au déracinement et à l'oppression. Donc, on peut dire qu'il y a une coïncidence entre les académiques et la société marocaine propriétaire des esclaves. Ces divisions s'observent également chez les Tétouanais. Dans ce souvenir parfois édulcoré, la vision des hommes qui avaient été soignés par les Tatars prédominait. En revanche, d'autres personnes, en particulier les femmes, et surtout si c'était plus jeune, étaient plus critiques à l'égard du rôle des esclaves et soulignaient davantage leur rôle subordonné que celui des hommes. Comme exemple de ces reconfigurations de la mémoire, vous avez devant vous la couverture d'un livre, d'une pièce de théâtre écrite par l'artiste peintre tétouanaise Khadija Nana. Son père était un Ouattani très nommé, un intellectuel très intéressant. Et donc, Khadija, qui a parlé très souvent avec moi et a été très aimable avec moi, dans son enfance, elle a connu la présence de Tata dans sa maison. Pas Nana, mais du grand-père, que c'était Faïla, qui c'était le juge de Tétouan. Et c'est à la suite de ce souvenir d'enfance qu'elle a écrit cette pièce, qui a été jouée à Tétouan avec des réactions mitigées de la part du public au début des années 2000. Des personnes qui étaient contre le fait qu'elle ait abordé le sujet, mais une majorité qui a applaudi le fait que cette mémoire a été sauvée et qu'un sujet caché a été traité. Nana, comme je vous ai dit, j'ai interviewé, a une image très ambivalente de son enfance. Elle se souvient des silences, mais aussi du discours de ses aînés qui cachaient l'existence d'avortements et de pratiques innombrables. Et Tata Malka était assise là, dans la cuisine, souriant, cachant sa souffrance. Ainsi, dans ce travail, je revendique un double travail sur la mémoire. La mémoire, comme objet d'étude, c'est ce que je veux dans la deuxième phrase. J'ai fait une critique à l'anthropologie postmoderne de la déconstruction. Je réclame qu'il faut faire la critique postmoderne du discours, comme on fait les postmodernes des années 90. Et ça a été très utile pour analyser les entretiens. Mais en même temps,
J'ai aussi pris la mémoire comme un exercice possible de reconstruction. Si on prend à la limite le relativisme, non, tout est relatif, on peut bien savoir, c'est construit, on peut bien savoir. Alors, je indique la possibilité, un peu néo-moderne, en suivant des anthropologues comme Gino Giacomo, de faire une anthropologie historique, la possibilité de la reconstruction à travers de la mémoire avec la visite, la surveillance épistémologique, avec la triangulation de sources. Et c'est ça que je propose maintenant avec avec cette triangulation de sources. Maintenant, on a vu les sources orales un peu, et c'est le tour de sources écrites. J'ai fait peut-être un inventaire de ce que j'ai trouvé. J'ai vu des archives espagnoles et marocaines. Il y a un groupe de documents, c'est les actes d'achat et vente d'esclaves, des actes matrimoniaux, le don d'un esclave ou une esclave, des actes d'affranchissement et des documents liés au Harouz. Et ça, ici, je dois remercier mon collègue, je ne sais pas s'il est de l'autre côté, Khalid Rami, qui est un spécialiste dans le Harouz. Et, alhamdoulilah, il m'a aidé parce que je sais parler de ça. Je ne peux pas lire les documents anciens. Et entre les deux, on a beaucoup travaillé pour traduire les textes et les interpréter et tout ça. Donc, sans lui, cette partie ne serait pas possible. Et on a trouvé des documents qu'il avait travaillé des haulas des zawiyas, des mosquées, diverses mosquées et des zawiyas de Tétouan. Après, il y a un autre groupe de documents provenant des intellectuels tétouanais comme Daoud, Houdi, Ouazani, Diabourondi, qui certains sont traduits à l'espagnol, d'autres non. Après, il y a toute la documentation de l'administration espagnole du protectorat qui se trouve à Alcalá de Henares, la plus intéressante, que je connaissais par ma thèse de recherche qui était sur le colonialisme espagnol. Et là, j'ai pas mal trouvé des documents. J'ai fait un article sur des documents sur le Sahara. J'ai trouvé une partie de documents et pas beaucoup sur le Nord. C'était un peu... Mais bon, quand même, j'ai trouvé des petites choses. Comme un rapport que vous voyez à droite, bon, vous voyez un peu petit, un rapport de Clemente Ferreira de l'année 23, la sclavitude de la femme espagnole. Clemente Ferreira était l'interprète, traducteur entre le Haut Commissariat et Resuni dans les années 20. Et c'était un excellent arabisant. Il maîtrisait l'arabe comme personne parce qu'il était né au Maroc, il parlait d'Alija, de Osra. Et il a fait un rapport qui est très intéressant parce qu'il dit qu'il y a des esclaves, il parle des femmes, de tout ce qu'elles font, mais il a une vision relativiste, il dit que les esclaves sont bien traités, c'est pas comme en Amérique, et il ne faut pas faire l'intervention sur ce sujet, il faut faire une espèce de laisser-faire. Et ma théorie, c'est que les clients qui ont fait le clientélisme avec les Espagnols, c'était l'élite tétouanaise, il ne fallait pas toucher cette affaire, on laisse, c'est privé, c'est comme la question de l'islam ou la femme, théorie, coloniale. Et parce que ça, c'est ce rapport, vous savez, c'est la réponse aux demandes de la Société des Nations qui demandait à l'Espagne, il faut faire le rapport sur l'esclavage. Dans les archives, j'ai trouvé plusieurs lettres qui disent vous n'avez pas encore envoyé le rapport de l'esclavage. Et l'Espagne dit oui, on va le faire. Et il y a plusieurs demandes et finalement, ils disent on fait ça, on fait le rapport. Mais malheureusement, il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas de données. Mais il y a le prix. Je l'ai vu dans il y a des choses. Il y a des choses. Il y a le prix des esclaves. Bon, ce type
les documents sont très intéressants. Et après, bien sûr, les livres de journalistes, les voyageurs, il y a beaucoup de gens qui passent à l'époque à Tétouan. Donc, ça, c'est un peu toute cette partie qu'on a pu analyser. Et après, je vois Christian ici, pour la ville. Marhaban. Ça, c'est un des maîtres que j'ai. Excuse-moi que je te traite de maître, mais c'est un ami surtout. Mais puis Christian, c'est un spécialiste dans le christianisme, le catholicisme. Et c'est grâce à lui que j'ai appris beaucoup de choses pour faire ce type de recherche. Donc, merci Bill, et merci pour être là. Je voudrais passer la diapo, mais c'est possible. Et puis Christian m'a enseigné beaucoup de choses à faire des questions sur le visuel, et c'est le premier point, le suivant point. J'ai utilisé beaucoup de matériaux visuels, des cartes postales, des photographies de la commissariat, de la presse. Oui, ça est arrivé l'autre jour, on voit des dessins dans l'écran, mais c'est pas nous qui le faisons. Je ne sais pas si c'est un gym qui travaille sur l'écran. Que déjà les visages ont disparu. Oui. En tout cas, excusez-nous. Donc, par exemple, la photo en haut, c'est le livre de Rosita Forbes qui a visité Raisuni. C'est une photo impressionnante. C'est des esclaves de Raisuni qui portent manger. Mais pour moi, vraiment, ça, on le trouve tard ou temporaire, on dit, tard ou, je ne sais pas en français, tôt ou tard. Ce type de photo, on le trouve, mais les photos du milieu, non. Je crois que c'est le plus important matériel que j'ai trouvé, c'est le fonds privé des familles. Donc, les gens avec qui j'ai parlé disaient, est-ce que vous avez une photo de cette femme? Normalement, non, mais beaucoup des familles avaient des photos. Et ça a été merveilleux de pouvoir voir ça. Mais cette famille, cette photo, vous devez remarquer, si on était à la cour, je laisserai 5 minutes pour que vous fassiez le commentaire, mais on n'a pas le temps. Pourquoi est-ce que le visage c'est pas moi qui l'ai fait. On m'a donné la photo à condition que les visages n'apparaissent pas. Et c'est eux qui ont fait la manipulation, disons. Et ça, c'est intéressant pour la réflexion. Pourquoi la date peut apparaître et pas les autres non. En tout cas, ça c'est une femme qui a mariage dans les années 40. Et dans le livre, il y a une photo de la même femme 30 ans après, avec les petits enfants de la maison. Une photo très jolie, non? Avec eux. Et aussi, comme je dis, l'observation de terrain, c'était très intéressant d'être sur place et voir ce qui se passait dans les entretiens. Et ça est arrivé une question très intéressante. Je me trouvais à la maison de Erkanya, qui c'est un personnage qu'on va parler après, que c'était le grand vizir. Et j'ai fait cette photo, mais je n'avais pas remarqué une chose. Et après, quelques années plus tard, un artiste, un photographe, Karim Al-Kamil, que je remercie aussi parce qu'il m'aide beaucoup avec les photographies, elle m'a dit, oui, tu vois ça on l'appelle, maintenant, mais j'ai un lapsus, je ne sais pas si c'est Lal-Mukhad ou Lal, mais j'y reviens. Sur le dessin que vous voyez, en noir et blanc, vous voyez la forme sur le sud-est, en haut. Ça, on l'appelle l'al-mukhad. Parce que c'est noir et blanc. Parce que c'est noir et blanc. Oui. Excusez-moi, parce que maintenant, je ne sais pas si l'al-mukhad ou l'al. Mais je vais le noter, d'accord? Alors, je me suis demandé, waouh! Et une fois, on était dans le palais Grisha, il y avait un maître de sud-est, de Fès. Elle lui a dit, est-ce qu'à Fès, on dit l'al? Non, ça c'est de Tétouan, il a dit. C'est curieux. On a Tétouan avec nous. Ah, d'accord. Alors, c'est. Professeur chercheur à l'université Mohamed V. C'est quoi le mot précis là? Franchement, dans ce cas, je ne sais pas. D'accord.
Donc, Et antiquisant. Donc, disons que cette histoire est inscrite aussi dans les murs. Ce type de choses, c'est écrit dans les murs. Parce que les images ne sont pas une simple illustration. Elles doivent être un objet d'étude en soi. Et dans ce sens, il est frappant de constater que ces femmes apparaissent, comme tu dis, dans les photos de famille, toujours dans un rôle d'assistance, mais elles étaient considérées comme part de la famille. Il y avait la photo avec la famille. Et maintenant, je vais montrer un exemple de la triangulation des sources. On a l'enterrement de Ahmed al-Qaïna, c'était le grand vizir, et il est mort en 1924. C'était un de ces grands hommes qui avait voyagé beaucoup dans le Maroc. Ils avaient été dans d'autres places du Maroc, et après je vais montrer la généalogie, il avait beaucoup de concubines, beaucoup. Et on le voit par les noms, dans un document que je vais vous montrer après. Et ça, c'est une photo de l'archive de Boubkar Ben Nouna, c'est le fils d'Aslam Ben Nouna, le fondateur de Boubkar, il est encore là. Et j'ai vu cette photo, mais quand on met la loupe, on dit, la loupe, ouais, pour agrandir, qu'est-ce qu'on trouve? Le zoom, on fait le zoom, voilà. Voit ça. Vous voyez à droite, il y a un monsieur qui porte une canne, vous voyez? Et en haut, il y a des papiers. Ce sont les actes d'affranchissement. Il les met sur lorsque le femme ou le propriétaire est mort, et il a laissé la wasiya et tout. Quand je vais mourir, il faut libérer les esclaves, et là, c'est le papier de la libération. Et ça, attention, c'est 1924. En 1924, on a franchi les gens. Ça veut dire qu'il y a l'esclavage. Bon, excusez-moi parce qu'il y a ces étranges dessins dans l'écran. C'est bon. Je vais y avancer un peu. On peut retourner si vous voulez la photo. Parce que qu'est-ce que c'est la triangulation de sources? C'est ça. J'ai trouvé la photo et j'avais trouvé un article de la presse, un tir de Grand Vizir. Qu'est-ce qu'il dit? C'est ma traduction de l'espagnol. Le deuil a été présidé par le khalife, par l'intérim de la région, avec le caïd Meshwar et un esclave, puis de femme, porteur de 5 passeports. Moi, j'ai le compté, je vois que c'est 6, mais bon. Pour donner la liberté à autant d'esclaves, dernière volonté du défunt. Après les prières rituelles, le cadavre a été enterré dans la Zawiya de Darkawa, où est enterré le dernier calife, Moulay Merk. Après l'enterrement, du pain a été distribué aux morts pauvres selon la coutume traditionnelle. Quand le big man meurt, il faut distribuer le pain. On l'a trouvé avec... Et c'est le jeudi. Dans les documents de Tétouan, Khalid Rami, on a trouvé ça, que c'est toujours l'extrémisme. Les deux jeudis, je crois, non? Il n'y a pas Khamis Sahir, Khamis. Ça, je ne sais pas. Je l'ignore. On peut voir. Donc, vous voyez, ça c'est la triangulation de sources. On croise ces choses et même on peut douter si c'est 5 ou c'est 6. On va le compter, je ne sais pas. C'est combien? Il y a plein de 5, plus de 5, non? 6 ou 7 plus. Oui, il y a plus. Oui. Donc, disons 7. Oui. Donc, le journaliste était là, mais évidemment, il ne pouvait pas compter. Et qui était le personnage? Donc, voilà, c'est Ahmed al-Qaïna. Et
Une autre partie de l'enquête, qu'est-ce que j'ai fait? Heureusement, Boubacar Bennouna avait fait une recherche depuis les années 80 sur l'histoire des familles tétouanaises. Ce n'est pas publié. Il l'a mis à Internet et après c'est plus à Internet, mais heureusement, je peux plus prendre le matériel. Et je l'ai utilisé pour la recherche. Oui. Et si j'ai le temps, je peux en parler après. J'ai fait un échantillon de familles, presque 90 familles, et c'est là où j'ai trouvé que de ces 90 familles tétouanaises les plus connues et tout ça, dans 20 familles, il y avait Walad, c'est-à-dire les femmes esclaves qui ont un enfant. Parfois, il y a un contrat de mariage, parfois non, c'est pas clair. Hein? Et regardez, Ahmed Kaina, dans l'histoire, dans la généalogie de Bennouna, fournie par Bennouna, c'est une pratique qui était très commune dans beaucoup de ces hommes. D'abord, il marie une femme locale, disons, Ashusha Mohamed Bidjelloul, une femme de Nazarblad. Mais après, je ne sais pas si c'est divorcé, je crois que non. Mais après, il y a Zohra. Donc, dans l'archive de Bennouna, c'est lui qui a fait la généalogie. Alors, j'ai trouvé des noms, c'est tout à l'arabe. Et normalement, dans toutes les généalogies, on trouve le nom de famille, toujours. Tu trouves Ashusha Mohamed Bidjelloul, tout le nom de famille, tout. Mais quand je regardais tout ce matériel, je me trouvais avec des femmes qui n'avaient pas le nom de famille. Juste le prénom. Alors je me suis rendu compte que presque toujours, tous les noms qui n'avaient pas le nom de famille étaient le nom typique d'esclave. Et c'est comme ça que j'ai arrivé à trouver les Umm Walad. Parfois, ils n'avaient pas d'enfant, alors c'est pas Umm Walad, mais donc les concubines. Et vous voyez le nom Zohra, Barka, Rahma, Umm Khair, Rabha, Ammar, Ghalia, Marjoua. Donc, il avait pas mal de. Alors, El-Kaina avait beaucoup voyagé dans tout le pays. Et c'est un pattern que disent les Anglais, très répété. Ces hommes qui allaient dans d'autres villes, il semble que les femmes tétouanaises ne voulaient pas aller. Ils disent non, moi je reste. Je ne veux pas te suivre. Et alors, si tu veux, tu portes l'esclave. Et c'est comme ça que normalement, ils amenaient l'esclave pour plusieurs services. On ne va pas faire des commentaires. Bon, maintenant, on arrive à une autre partie du travail très importante. Je vais poser, bon, ça c'est le résultat déjà de la recherche, mais bon, je vais parler de quelques récits de vie, parce que je crois que c'est une chose très importante, les récits de vie de la recherche. Je dois dire deux mots sur cette idée de récit différé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai inventé un peu ce mot, parce que c'est les histoires, parfois, que les femmes racontaient. Mais évidemment, c'est l'histoire que la femme racontait et qui est passée à l'autre personne, qui va passer à un autre, et après elle va raconter à moi. Donc, vous savez, chaque fois qu'on transmet une histoire, ça peut changer, enfin, avec toute attention, mais quand même, je crois que ça a une valeur, et c'est pour ça que je parle de ce récit différé. J'ai choisi deux exemples. Le premier, c'est l'exemple fourni par M. Abdelkhalik Attar. Nous avons parlé avec lui à Tétouan. Il est né en 1932 dans une famille tétouanaise, l'Attar. Enfant, il a été élevé par Tata Mbrika, une femme, comme elle disait, qu'elle venait du Bled Soudan. Donc, dans ce cas, elle ne vient pas du Maroc, mais du Sud. Sans toutefois connaître son origine précise. Elle a également dit qu'elle avait été capturée par des hommes à cheval qui l'ont emmenée de force. En premier lieu, elle n'était pas issue de la famille Al-Attar, mais de la famille Nayyar. Le récit différé qu'elle a donné de son parcours est le suivant. Un membre de la famille Nayyar a épousé une femme de la famille Ayashi
et a acheté une khadem, une brika, pour travailler dans la maison pour sa femme. Le soudi Naya était à Asfi, où il a acquis une brika. C'est à cette époque approximative que le consul de l'Espagne dans cette ville rapporte en 1899 qu'il y a une quarantaine de transactions par an à la ville, dans les prix, tout ça. Et ils disent que la plupart proviennent du Soudan. Notre témoin estime qu'elle a été libérée peu avant l'établissement du protectorat en 1912. Et c'est après sa libération qu'elle est allée travailler pour la famille Lattar à Tétouan. Premièrement, d'abord, Mohamed Attar, le père du témoin, d'Abdel Khalek, était déjà pris en charge par Tata Mbrika lorsqu'il est né en 1910. Et la mère Tata s'est occupée de notre interlocuteur, comme j'ai dit, né en 1932. Cela montre à quel point ces femmes étaient profondément enracinées dans la famille, puisque plusieurs générations sont passées entre leurs mains et leurs soins. Elle est morte vers 1959, presque centenaire. On peut donc calculer qu'elle était déjà libre à Tétouan quand elle avait plus de 40 ans. C'était une famille du Oran. Mohamed Attar a épousé la fille d'Abdelkrib Lebed, le Bacha de Tétouan. Le portrait physique de Mbrika, dressé par notre interlocuteur, indique qu'elle est bien venue directement de l'Afrique occidentale. C'est une question que je demande toujours aux gens, l'aspect physique. Et je demandais parfois ce que ce monsieur me dit. Elle avait la peau très foncée et portait des scarifications sur le visage. Et ça, c'est noté aussi dans beaucoup de documents. Dans les documents en arabe, c'est le nez, comment était le nez, la couleur de la peau. Ça, c'est écrit en arabe. On peut pas, il n'y a pas le mot race. On dit la couleur kert, foie ou kert. C'est des choses qu'on peut discuter après si vous voulez. Deux marques de chaque côté du visage. Les tâches qu'elle accomplissait dans la maison consistaient à aider la maîtresse, faire la cuisine, laver le linge et faire les courses et accompagner les enfants. Mbrika parlait l'arabe comme tout autre membre de la famille. S'habillait comme les autres femmes, c'est une question qu'on peut discuter pas exactement, mais était très religieuse et respectait strictement les préceptes de l'islam. La famille Attar lui a dédié un khabous en sa faveur, qui est toujours vivant aujourd'hui. C'est une boutique dans l'Ambinatrim. Ce magasin ne sert plus que d'entrepôt pour un magasin plus grand et sa porte reste fermée, mais l'idée est que le loyer de cet espace soit donné aux pauvres comme une offrande. À sa mort, mais vers 1959, Mbrika a été enterré au cimetière de Tétouan et Abdel Khalek, notre interlocuteur, m'assure que les mots suivants figurent sur la pierre tombale, car c'est lui qui a commandé l'inscription à marbre. Et ça, c'est ce qu'on trouve. C'est une question que je commençais. Ça, c'est malheureusement à la fin de l'enquête. J'ai pensé trop tard à ça. Et parfois, il n'y a pas d'inscription, parce qu'on ne faisait pas l'inscription en marbre à l'époque. Donc, le texte dit Mbrika de la Table. Donc, Mbrika, et on met le nom de la famille à laquelle Mbrika de la Table, il y a la date du décès. Et le texte précise, il dit Mourabiya Tarbiya, chargé de l'éducation. Sur la oui, Abdel Khalek a dit qu'il fallait mettre ce statut. Lorsque je demandais s'il avait des photos de Mbrika, il s'est avéré qu'il y avait une photo prise dans les années 1940 environ et qu'il en avait fait lui-même. Il en a fait un portrait, une peinture. Alors, Abdel Khalek a allumé son téléphone portable et après une longue recherche dans les photos, l'image de Mbrika est apparue en couleur sur l'écran, dans un souvenir rougeâtre et lumineux.
Le deuxième cas que je voulais vous montrer, c'est le cas de Abslam Sherti, le monsieur, mon cher Abslam, qui est décédé il y a 2 semaines. Ça, on est avec lui à la maison Safar, qu'on a vu au début. Vous voyez, des portraits avec Torres et tout. C'est une maison très connue. Avec le sultan Moulay-Youssef. Oui. Donc, ça, c'est un cas très intéressant parce qu'il me parle de Fatima. Et, excusez-moi, parce que les anthropologues, on finit toujours avec des généalogies. On va à la généalogie. C'est une généalogie un peu compliquée. C'est un peu petit, mais j'espère que vous le voyez. Alors, on va situer d'abord notre monsieur en bas, vous voyez, Abdeslam Sherti, vous voyez, complètement en bas. Alors, d'accord. Alors, son père, Abdelkrim Sherti, Abdelkrim Sherti est le fils de Haj Mohamed Sherti, si vous allez à Nom, et de Zaïda, vous voyez, la femme Zaïda à Nom. Alors, qui est Zaïda? Zaïda, elle était famille de la femme qu'on vient de voir retourner. Vous voyez? Ça, c'est Fatima, on retourne. Et Fatima est à droite. Vous voyez Zaïda, et vous allez un peu à nord, à droite. Fatima Bouhaja, vous voyez? Oui. D'accord. Alors, Fatima, c'est la femme que vous voyez dans la photographie. Alors, Zaïda, c'est la grand-mère d'Abdelkrim, et Fatima, son famille. On n'a pas pu déterminer si c'était des cousins. En tout cas, elle était famille. Et elle vient de Jbal Hadid. C'était un plein Jbal. Donc, pas du Soudan, mais de Jbal. Bon, une question que je demandais, je disais, mais elle était des esclaves? Non, elle disait, non, ce n'était pas des esclaves. On ne peut pas savoir. En tout cas, il vient de Jbal Habib. Et pourquoi est-ce qu'il vient? Hajar Mohamed Sherti avait besoin de services domestiques et elle a fait d'intermédiaire. Il a porté des femmes pour aller faire le service domestique à plusieurs maisons. Et il a épousé Zaïda. Et l'autre femme, Fatima Bouhaja, est allée avec, maintenant la généalogie avec les dessins en rouge, c'est beaucoup compliqué. Fatima Bouhaja a eu deux filles, Aïcha et Rahma. Et Fatima, avec les filles, ils ont fait le travail domestique dans plusieurs maisons. Et dans la flèche de gauche, vous voyez Fatima et Aïcha qui ont travaillé pour la famille Sherti. Et Rahma, à droite, ils ont travaillé pour la famille du grand vizir Ahmed Ramia. C'était le grand vizir de Tétouan, d'accord? Alors, ça c'est très intéressant parce qu'on voit comment quelqu'un qui fait l'intermédiaire pour amener ces femmes et après comment la famille Sherti a ces liens. Dans un document espagnol que j'ai trouvé, ils disent que Abdelkrim Sherti est un hijo d'esclave. Ça c'est la description des Espagnols. Mais comment est-ce qu'il arrive à ça? Je ne sais pas. En tout cas, c'est très intéressant de voir tous ces liens parce qu'après, Aïcha et Rahma, ils se sont mariés à des Mekhasni du palais khalifien. Et l'histoire de Salam, vous voyez Aïcha, elle est mariée avec Salam. J'ai parlé avec Idriss, le fils. Idriss, il était, c'est pas en français, l'ayuda de caméra, l'aide de chambre. Le valet de chambre. Du khalifa Moulay Hassan, c'était lui. Et son père était le Mekhasni qui portait le belra du khalifa. Donc ce monsieur Salah. Donc vous voyez, c'est une culture de subordonnés qui est aussi mariée entre eux. Donc ça c'est très, très fascinant. Mais et tout d'un coup, j'ai une photo que je ne l'ai pas mise parce que je n'ai pas pu voir Driss, je n'ai pas le droit. Mais j'ai une photo d'Abslam,
le décédé et Idriss ensemble. Monsieur Cheikh qui vous a vu, ils étaient très très blancs. Idriss est très 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 noir. Et tout d'un coup, mais je me suis dit, mais vous êtes famille. Parce qu'il a appelé Idriss pour faire l'entretien et pour parler d'état. Mais tout d'un coup, avant de voir tout l'énergie, mais ils sont famille. Vous voyez? Ils sont famille. Bon, ce type de choses, la parenté entre les propriétaires, les esclaves, les rapports de patron-client, je crois que c'est un aspect facile. Bon, le temps passe vite. Je vais présenter quelques résultats, sinon on parle. C'est ça, on garde un peu de temps pour la discussion. Oui, oui. Parce qu'il est 15h30. Je parle 10 minutes, peut-être. Vous voulez, sinon je passe. Ah, vous venez de loin. Oui, je viens de loin. Avec beaucoup d'obstacles. Oui, j'ai fait le test antigène hier. Personne n'a contrôlé, mais je le fais. Donc une question de la recherche était les origines et la trajectoire de ces femmes. Bon, beaucoup d'elles venaient du sud, du Maroc, surtout à cause des conflits pour le prétendant au sultanat, ce que les gens appelaient le Silva. Pendant ces années du début du XXe siècle, il y a beaucoup de disparitions de femmes dans le Maroc, d'accord? Beaucoup. D'autres viennent de l'Afrique occidentale, plus loin, de ce qu'on appelait le Bled Soudan et tout ça, Timbuktu. C'est pour ça que c'est intéressant la référence des Gnawa, parce que les chansons Gnawa parlent beaucoup de tous ces itinéraires. Mais après, la surprise, c'était Jwala. Beaucoup de références à la présence de femmes qui venaient de Jwala à travers de ces réseaux des chauffeurs. Qui, par contre, étaient par exemple, les Ressouni étaient à Tétouan et à Jwala. Donc, c'était eux qui avaient ce réseau. Et finalement, les femmes, c'est une minorité, mais c'est important de le remarquer, qui vient de l'Empire ottoman, que c'est les circassiennes, les femmes blanches, entre lesquelles on trouve les femmes qui vont aller à la maison de l'Armi Brisha, ce qu'on a parlé avant, et l'Armi Brisha lui-même, il est allé, on ne sait pas sûr si c'était à Istanbul, je crois que c'est en Égypte, qui amène ces circassiennes par demande du sultan Hassan Ier, et lui amène une circassienne qui est la mère de Moulay Abdelaziz. Et une des femmes qui arrive avec cette femme, c'est la femme mariée, Iqbal, qui est mariée, Fatima, avec l'Armi Brisha. On va voir la chambre de la femme après. Donc, ça, c'est une question intéressante. J'ai fait la recherche aussi. Je demandais où est-ce qu'il était. Il avait un marché d'esclaves à Détroit. Sur quoi? Oui, j'ai oui. Alors, vous pouvez donner des opinions sur le résultat. Il y a plusieurs théories. Normalement, c'est dans le centre, près de Persankvira, c'est dans le centre, à la place. Mais la plupart des témoins convergent dans cette ruelle, que c'est Tarbiya Souf. Et je crois que c'est assez probable parce que j'ai remarqué que dans d'autres villes comme Fès et d'autres, comme Rabat, la question du Souf, c'est où il y a les esclaves. Alors, des témoins parlent de cette échelle où l'on mettait les esclaves et il y a un témoin, le père d'un homme, que, comme enfant, vers 1910-1915, a vu des esclaves dans cette échelle. C'est un témoin ouvert bon, c'est intéressant. Donc, après, le deuxième aspect, c'est le statut divers des esclaves. Disons, on a une majorité de femmes qui font le travail domestique. Disons, en termes économiques, les esclaves, c'est une affaire économique, bien sûr. Mais dans le résultat de la recherche, on va voir qu'il y a aussi l'aspect symbolique. Prendre un esclave pour l'affranchir, pour aller au paradis. Mais évidemment, le travail domestique, parce que ces maisons
demande beaucoup de personnel pour travailler à la maison. Et c'est une question matérielle très importante. Après, il y a des femmes qui seront des concubines. Il y a tout un aspect de la médiation sexuelle qui pourrait expliquer une chose, c'est une hypothèse que quelques auteurs spécialistes dans la prostitution disent qu'avec l'abolition de l'esclavage, il y aura beaucoup de femmes esclaves qui feront la prostitution. Pour le cas de Tétouan, je ne suis pas sûr. Je crois qu'il y a des cas, qu'il y en a eu. Il y en a eu, même parce que j'ai trouvé dans les rapports de l'administration espagnole sur le palais khalifien, il parle des prostituées qui entrent dans le palais. Ça, c'est un document très intéressant. Donc, il y a tous ces esclaves. Ça. Donc, il y a cette question de la médiation très importante. Bienvenue, Driss, un ami qui est arrivé de Tétouan, merci pour venir. C'est quelqu'un qui m'a aidé beaucoup dans la recherche, donc je te remercie publiquement, Driss. Il a fait un livre très intéressant sur une thèse sur la structure sociale de Tétouan qui m'a été très utile pour comprendre la structure sociale. Et une partie importante, c'est ces voilà. Il y a un chapitre dédié à tout ça. Je le résume, c'est ce travail sur ce échantillon des familles où j'ai pu faire famille catholique, chercher les noms et voir s'il y avait une brique. C'est comme ça que j'ai fait un peu la statistique. Et bon, je crois que c'est intéressant. Et j'ai trouvé que c'était surtout des hommes qui voyageaient beaucoup et qui prenaient ces radars pour aller hors pour des questions diverses. Après, je vais un peu vite, mais bon, la question de l'espace, comme je dis, ça a été très intéressant. À gauche, c'est la chambre d'Iqbal Fatma, c'est la circassienne achetée en Égypte. Et comme vous voyez, elle avait un statut très, très important, une grande chambre. Et il y a une histoire que les gens de Tétouan connaissent, qu'elle jouait, parce que c'est circassienne, elle jouait très bien les instruments. Et une fois, elle jouait très très bien devant une réunion d'hommes. Pas devant, disons, les hommes entendaient. Et elle jouait tellement bien que les hommes étaient fascinés. La Librisha n'a pas aimé ça et on a châtié. Ça, c'est l'histoire orale de la famille. On lui a coupé les cheveux et on l'a mis dans une chambre pendant beaucoup de temps, châtié. Mais finalement, il est sorti. Mais bon, c'est une histoire très intéressante. Après, donc disons. Il est amoureux de son esclave. Comment? Brisha. Alors, ces femmes, normalement, elles habitaient dans une pièce de la maison, ou parfois dans une pièce entre les deux étages qu'on appelait Saklavia, comme une espèce de magasin. Et parfois, elles faisaient une partie, par exemple, à la photo à droite, c'est la photo du juge Afailal, la maison du juge Afailal, qui avait plusieurs esclaves, et ils avaient une petite maison pour elles, à part. Toutes ces femmes avaient cette petite cour, elles habitaient là. Et en bas, c'est une photo fournie par Aflan Chacho, qui est merci aussi pour la photo. C'est très joli parce qu'elle montre ces femmes. Il y a des femmes d'origine esclave et d'autres domestiques d'origine pas esclave qui sont en train de travailler dans la cour, dans le couscous. Et ça, c'est très exceptionnel comme photo. Mais ce type de choses ont été très, très importantes pour la recherche. Bon, après, si on applique la théorie classique de l'anthropologie sur la réciprocité et la redistribution, on peut trouver des choses intéressantes sur la question de pourquoi est-ce qu'on a les esclaves et on les affranchit et qu'est-ce qu'on fait publiquement avec ça. Alors,
avec les documents travaillés avec Khalid Rami, on a trouvé que les documents quelques documents du 19e siècle et jusqu'au début du 20e, jusqu'aux années 10, 15, 20, les derniers, on trouve des documents d'affranchissement et ils spécifient l'argent qu'il faut donner à la femme. On va donner cette quantité, on va donner des bijoux, on va donner une tarba, on va donner des vêtements, ou on va faire une figure juridique qui s'appelle l'ambra, qui c'est, on va donner l'usufruit temporaire d'une maison à cette femme affranchie. Disons, pendant que la femme est vivante et affranchie, elle pourra utiliser une maison ou un four pour travailler. Et ça, c'est très important parce que si vous voyez un four, c'est le four Alfran Garcia, de la famille Garcia, ici en espagnol, Garcia. Et j'ai une belle histoire que je vais vous lire. C'est une histoire orale fournie par Omar Loh, un Tétouan. C'est l'histoire de Fnoun Habakti, c'est le nom. Deux femmes esclaves de la famille Garcia sont libérées. Le lignage de la famille s'est éteint, Garcia. Il semble que la famille s'est éteinte et les esclaves sont restés là. Les deux femmes, nommées Habibti et Fnouni, reçoivent une ambre avec le usufruit de la maison et de ce four que vous voyez. Les deux femmes ont adopté une fille. Deux femmes esclaves affranchies adoptent une fille qui se marie et ensuite a deux filles, cette femme. Avec l'argent que Fnoun et Habibti gagnaient en vendant des gâteaux, ils ont payé les études universitaires de leur petite fille adoptée. Et ça, c'est une histoire racontée avec la sœur du témoin qui a étudié avec ses filles à Rabat. Et il semble qu'elles sont parties à Rabat et elles sont enterrées ici, probablement, après toute cette histoire. Donc, il y a des histoires à partir de ça. Et pourquoi les Tétouanais du Nasselblad affranchissaient les esclaves? Pour avoir l'âge de guerre religieux. Aussi, une partie des questions. Et dans la Wassija, il disait bon, il faut libérer, et il faut distribuer la peine avec les pauvres. Et ça, dans la théorie anthropologique, sur les études des peuples australiens, on dit que c'est un big man. Qu'est-ce que c'est un big man? Un big man, quelqu'un n'est pas riche parce qu'il a beaucoup d'argent, mais parce qu'il a le pouvoir de distribuer. C'est lui qui montre devant tous qui a le pouvoir de distribuer et faire cette clémence. D'accord? C'est un bon type de choses intéressantes. Un peu théorique si vous voulez, mais je crois que ça s'applique très bien ici. Et pour finir, cette partie, après je vais aux conclusions, le travail a montré beaucoup de paradoxes. Ici, vous voyez des photos de Gnawa, le mariage du Khalifa, Moulay Hassan, avec la fille de Moya Abdelaziz, Fatma Sora, en 1949, et les Gnawa ont fait la musique et tout. Maintenant, je suis en train de identifier qui sont ces hommes, parce qu'ils étaient des Gnawa connus, bon, c'est un travail encore, je suis en train de faire ça. Mais en tout cas, qu'est-ce que j'ai trouvé? Comme j'ai dit avant, c'est un paradoxe que la culture, une partie de la culture des dominants, est entre les mêmes et nunca mejor dicho, en même des dominés. Le prestige des dominants, tous, la gastronomie, les secrets de la gastronomie est en même de ces femmes. Et ça m'a fait penser beaucoup de choses. Bon, je crois que c'est une chose aussi à réfléchir, ce type de paradoxe. Un autre paradoxe, Mohamed Reda Bouchar, mon ami, un tétouanais, historien,
grande personne, m'a raconté aussi beaucoup d'histoires qu'elle a entendues sur l'histoire orale, sur la sexualité et l'idée de la sexualité des femmes noires. Sur le caractère, ça aussi dans la littérature classique arabe, le caractère prophylactique de faire le sexe avec une femme noire. J'ai des histoires, c'est incroyable, des histoires de famille qui parlent de le propriétaire, le monsieur de la maison, qui se marie avec une tétouanaise, ils n'ont pas d'enfant. Ils n'ont pas d'enfant, alors il marie une esclave, et après avoir sexe avec l'esclave, la première femme tétouanaise reste enceinte. Si non è vero, è ben trovato. L'histoire parle de cette idée de la sexualisation de la femme qui a à voir avec les stéréotypes sur les noirs, la culture arabe comme l'occidentale. Maintenant, c'est que j'utilise le terme racisme, disons, ces connotations sur la couleur noire négative. Mais en même temps, il y a aussi une question qu'on trouve dans plusieurs parties du monde, c'est que quand il y a l'inégalité sociale, le groupe élevé attribue un pouvoir magique au groupe subordonné. Par exemple, en Espagne, avec les gitans, ou avec les juifs aussi, et dans ce cas, avec les esclaves. Les esclaves sont les dominés, mais ils ont la magie, les gnawa, la magie, tout ça. Et ça, j'ai trouvé que ça, c'est très intéressant de voir ce paradoxe. Et ça veut dire que les esclaves peuvent donner le bien. Par exemple, quand la mariée arrive à la maison, il avait le coutume que l'esclave prend la mariée et la porte à la chambre. Et ça, j'ai un témoin qui me l'a raconté. Oui, ma mère, l'esclave l'a porté à la maison, et c'est le noir qui te porte à la bénédiction. À Tétouan, la grand-mère du témoin qu'on a vu, le Jourel, le Mgnawa, m'a raconté cette histoire de la Eid Foul. C'est une chose que personne ne savait. Je l'ai rencontré dans un livre. Eid Foul, la fête des femmes, des fêtes. Les Gnawa, jusqu'aux années 30, après c'est disparu, allaient avec des fêtes et arrivaient et donnaient la bénédiction de la maison, avec la musique, les balles, le tout, portaient les fêtes. Et après, les gens donnent de l'argent et ça faisait circuler la baraka et la protection. Donc, les dominés portent la bénédiction, mais aussi la magie et le contraire, le bon et le mal. La baraka. Donc, ça, c'est une chose que je crois que c'est intéressant. Et une chose pour finir cette partie, j'ai fait aussi la géographie rituelle de Gnawa et j'ai visité plusieurs sanctuaires. Il y a un sanctuaire et la mokatma du sanctuaire me dit que les anciens domestiques venaient au sanctuaire pour faire les demandes de la dame de la maison. Disons, la femme tétouanille envoyait la domestique esclave, non, au sanctuaire pour faire la biha ou l'offrande, le don. Disons, c'est aussi des intermédiaires dans ces questions de rituel. Bon, je pourrais parler de plus de choses, mais il faut finir. Et je fais des remarques finales pour la discussion. Ce n'est pas par hasard qu'il y a la photo de Café Scarion. Je voulais la mettre dans le livre, mais pour éviter des problèmes. Je n'ai pas osé pour des questions de droit. Mais j'ai découvert que Café Scarion se trouve partout maintenant. Mais originalement, c'est une famille de Tétouan et c'était toujours Café Scarion à Tétouan. Et c'est intéressant parce que ça, c'est la typique image de représentation du noir esclave Albaniania, des tirailleurs sénégalais, qui, vous voyez, c'est l'image de l'esclave content d'être esclave, qui sourit. Oui. Bon, en tout cas, ça, c'est un exemple pour voir les sédiments de ces visions, de cet imaginaire
du passé de l'esclavage. Ça, on pourrait le faire en Espagne. Il y a beaucoup d'exemples dans la culture populaire, c'est plein de ces questions. Donc, une question pour le débat, c'est qu'est-ce que reste de tout ça, mais pas uniquement dans la mémoire, mais dans la culture matérielle. C'est ça, ici, un kilomètre d'ici, ici à la toile, le Bukhara, c'est vivant, et c'est inscrit dans les gens, dans l'aspect physique. Qu'est-ce que se passait? Quelles sont les conséquences de cette question que je parlais? Le deuxième point, c'est une question pour les historiens et pour toute la société. Est-ce que l'esclavage est jamais aboli? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Je crois qu'il faut encore faire la recherche pour voir. Bon, j'ai oublié, excusez-moi, avec le premier point, on pourrait mettre ça. Par exemple, la question de est-ce que dans la société marocaine actuelle, il y a des aspects que Mohamed El-Naj a fait dans un livre, l'héritage de l'esclavage dans les rapports actuels dans la société marocaine, le servilisme, et la question des khatam, des petites filles qui sont dans les maisons, les petites bonnes avec des intermédiaires, des ansars. Bon, c'est des aspects que je crois qui viennent de cette culture, de normalisation de cette question. Le troisième volet, c'est une discussion pour mes collègues anthropologues et aussi pour historiens, mais moi, je ne sais pas si en français, parce que j'utilisais le traducteur de l'Internet, trébucher des fois sur le même pied, je ne suis pas sûr de ça. Non, trop pétard. Non, je crois que je n'ai pas choisi la bonne. En espagnol, c'est tropezar dos veces con la misma piedra. Commettre une erreur deux fois. Disons, à l'époque coloniale, on parlait de la race. Évidemment, du point de vue très, très raciste, on a construit à l'époque l'idée que l'aspect physique conforme les aspects culturels, tout ça. Bon, après, on a critiqué tout ça. Au XXe siècle, le nazisme, les théories scientifiques ont démontré qu'il n'y a pas de race comme telle, tout ça. Et on arrive au XXe siècle. Et la question est que c'est vrai que l'aspect physique compte, est très important encore pour discriminer, comme j'ai dit avec l'exemple de ces jeunes qui viennent d'un village de l'intérieur du Maroc et qui sont traités à l'étranger comme s'ils venaient de l'intérieur. Oui, de très loin. Ça veut dire qu'il y a le racisme, il y a le jugement des gens par l'aspect physique. Ça, c'est techniquement le racisme, oui, mais il n'y a pas de race. Alors, pourquoi partout la race? Ce que j'ai trouvé dans ma recherche, c'est qu'il y a un racisme sur la couleur des gens. Ça vient de très ancien, dans toute la Méditerranée, dans les trois monothéismes, c'est très très fort, c'est là. Mais dans le terme historique et en sciences sociales, on ne peut pas confondre les facteurs qui expliquent les choses. Par exemple, si on applique ça, on dirait que qu'est-ce qui se passe si tu es un sultan noir? Un sultan est noir, tu es un esclave noir. Non, mais c'est ça, c'est pour ça que je dis. Alors, le statut n'est pas déterminé par la couleur. Ça peut être la couleur peut déterminer le statut, mais le système patrilinéal fait le shérif voisin, par exemple, les choses voisins, qui a la couleur assez noire, étaient mariés avec des esclaves. Ce que je veux dire, qu'il faut croiser beaucoup d'aspects. L'aspect de la généalogie, la classe, la couleur. Parfois, la couleur, c'est important. Je ne nie pas ça. Mais pour moi, il y a un dangereux retour des termes. Parce que s'il n'y a pas de noir, il n'y a pas non plus de blanc. Disons, en termes, évidemment qu'il y a des différentes couleurs de la peau, mais ça c'est évident. Mais dire qu'une couleur de peau signifie que tu es bien ou mal, je crains
On est dans un période un peu dangereux parce que c'est également raciste de dire qu'il y a les Noirs comme il y a les Blancs. Vous, les Blancs, non, ça, attention. Vous, les Blancs, qu'est-ce que c'est ça? Être blanc, mais les Blancs, qu'est-ce que c'est blanc? Ça, c'est blanc. Ça, c'est vraiment blanc. Entre le blanc et l'autre, il y a le pantone, il y a beaucoup de gris. Oui. En tout cas, c'est pour provoquer aussi un peu le débat. Et finalement, comment révéler les visions de l'histoire? Moi, c'est la chose que je n'ai pas réussi, je n'ai pas arrivé à savoir qu'est-ce que les esclaves pensaient. Parce qu'elles n'ont rien laissé par écrit. Il y a Mohamed Ouali, il est en train de tout ça, mais évidemment, c'était les grands hommes de la. Qui travaillaient à la Tunisie, qui étaient formés, qui écrivent, mais ces femmes n'écrivent pas. Alors, on a ces témoignages intéressants, mais je crois qu'il y a des possibilités. J'ai un exemple. Le juge Faïlal, il est allé à Fès, et quand il était à Fès, il a écrit une lettre. Et je crois qu'il faut étudier ces lettres privées pour découvrir des choses. Et là, il raconte qu'il était marié avec une témoignesse, il est allé à Fès étudier, et quand il était à Fès, il a pris une khad. D'accord? Et il raconte qu'il a pris une khad, et après, il a dit qu'elle mettait des problèmes, et après, il a dit je vais la vendre. Et il raconte que la femme, quand il a su qu'il voulait être vendu, elle est allée sur un balcon, il a dit je me jette. Et alors, non. Et alors, après là, elle ne l'a pas vendu. Donc, la femme, avec ça, on a vu l'agence, la stratégie de la femme pour ne pas être vendue. Donc, ces femmes avaient l'agence. Et on sait aussi que la femme tétonaise n'était pas très contente d'après ce que la lettre dit. Donc, il y a des possibilités de futur pour la recherche dans ce cas. Il y a beaucoup de sources à exploiter, beaucoup de questions encore à résoudre. Et bon, je m'arrête ici parce que sinon, il n'y a pas le temps de la discussion. Donc, merci pour votre patience et votre attention.